Mesdames, messieurs la famille, jeudi ak c'est 3 juillet 2025. En dans vidéo ça, nous pote toute information qui a dominé l'actualité. Jean-Jovenel Moïse te annoncé dans une intervention qu'il te fait, il te fait connaître que li prêt kounya mentalement, mesdames, messieurs la famille, pour venir parler sous dossier assassinat papal qui c'est Jovenel Moïse et qui en pile secret, li prêt le mettre dehors. Eh bien exactement, Jovenel, mesdames, messieurs la famille, sont participer nos émissions. Li parle en pile cause. En pile kakachat commence prendre la rue. Jovenel tellement parle cause. N'dim pas capable porter et émission ça pour nous. Donc, commencez à aller chez Chita Moute volume radio ou pour joindre information non mais Jovenel Moïse. Eh bien, Jovenel Moïse, madame, monsieur la famille, touché en pile gros dossier. Donc, dossier oligarque corrompu dans le pays, dossier élection, madame, monsieur la famille qui contrôlé par les États-Unis. Et toute gros décision qu'a prend pour pays, c'est les États-Unis qui sorti, mesdames, messieurs la famille, dans Washington. Et pour aller plus loin, Jovenel fait connaître que majorité acteurs politiques, c'est pour les États-Unis qui travaillent dans le pays d'Haïti. Et Jovenel Moïse qui te commencé à comprendre jouet là, il t'a pris un coup de guidon pour rejoindre une population vraiment vraie. Et les salles te fait déclaration, il te dit comme ça que si reste c'est pour peuple là. Et bien c'est depuis l'elfin fait coup de guidon ça, il décide de virer dos by système là pour le combattre système là. C'est depuis là ça problème yo t'a pral commencer. Pays loc en pile sans avait levé campé, artiste André Michel a fait menace. Eh bien madame monsieur la famille yo te mandé manger Jovenel à cause Jovenel te vinn virer do pour système là pour venir combattre système là. Eh bien yo même arrivé à assassiner président. Donc c'est Jovenel Moïse qui fait déclaration ça yo. Nous pral tendre toute bagarre ensemble avec moi en dedans vidéo ça parce que gen pile cause qui commence à parler, Jovenel qui commence à mettre en pile kakachat dehors, j'en te annoncé là. Mesdames, messieurs la famille, ou gen tout intérêt pour être dans fin vidéo ça, ou pour joindre information. Abonnez ensemble avec nous, like vidéo et puis partagez la avec famille ou amis, puis vous avez des informations, ça c'est vraiment important. Et pas garder vidéo ça pour garder seulement, faut qu'on analyse chaque grande déclaration Jovenel fait parce que c'est vraiment important. Et quittez un commentaire pour dire ça pensez, écrit justice pour Jovenel Moïse. Bouik cherche pas camper, on nous entre directement dans la vidéo pour plus de détails. La nuit du 6 au 7 juillet 2021. 4 ans plus tard, tu m'as déjà accordé une entrevue il y a précisément 4 ans. 4 ans plus tard, quand tu y repenses, est-ce qu'il y avait des signes avant-coureurs? Tu étais très proche de ton papa, on le savait. Tu étais même un conseiller informel de ton papa. Je t'ai rencontré en une circonstance particulière quand ton papa était président. Tu étais venu à Montréal dans le cadre d'une rencontre avec des gens d'affaires montréalais et j'ai eu le bonheur de te rencontrer. Donc, tu étais conseiller de ton papa. Donc, tu étais très proche de ton papa. Dis-moi, 4 ans plus tard, donc lorsque tu y repenses a posteriori, là, est-ce qu'il y avait des signes avant-coureurs qu'aujourd'hui tu interprètes autrement et qui annonçaient l'assassinat de ton papa? Bien sûr, 4 ans plus tard, c'est beaucoup plus simple de répondre à cette question aujourd'hui. Cependant, si je me replace en 2021 et je me replace les quelques semaines qui ont précédé, quelques semaines et mois qui ont précédé le 6-7 juillet, il n'y avait pas de signe tangible qui allait avoir un assassinat. Et de toute façon, je me rappelle, on rentrait d'un dîner, moi et ma conjointe et ma fille aussi, de chez mon père, où mon père, il nous racontait un peu. À quelle date? Nous sommes à peu près 1 mois et demi, 2 mois avant l'assassinat. Donc le mois de mai. À peu près, exactement. On rentrait d'un dîner tard le soir et mon père venait de nous expliquer un peu, en fait à toute la famille, moi j'étais pas mal au courant de ce qui se passait, mais à toute la famille, il venait de nous expliquer les défis. Il venait de nous expliquer la complexité du problème. Il venait de nous expliquer du problème ou bien de la fonction? La fonction de président. Non. Parce que si tu dis du problème, j'ai le goût de te demander... Quel problème, exactement. Le problème, je vais ouvrir la parenthèse, puis qu'on va refermer, puis on va pouvoir revenir là-dessus un peu plus tard aussi. Le problème lié au développement. Le problème lié à l'autonomie du peuple haïtien. C'est pas un problème en ce qui nous concerne, c'est ce que nous voulons, mais cet élément-là représente un problème pour une classe économique, pour une partie du pays, une minorité,
toute petite minorité, en fait. Et même pour certains pays de la communauté internationale. On va en revenir aussi. Donc, il discutait de la complexité de la chose, il discutait les éléments techniques, en parlant des secteurs clés comme le pétrole, en parlant des secteurs clés comme l'énergie et tout ça, ou encore cette histoire d'armement ou de financement de gangs de rue qui aujourd'hui est salarienne, ou encore de kidnapping à cette époque. Donc, il nous présentait un peu il nous faisait le topo. OK? Et en rentrant, ce soir-là, ma conjointe m'a dit, juste le fait qu'on sait tout ça, on est en danger. Juste le fait qu'on a toutes ces informations-là, on a les noms, on connaît ces gens-là, on est extrêmement en danger. Soit j'ai j'ai été il y a 4 ans, et aussi dans cette histoire c'est pas une confiance, mais on le sait qu'il y a une ingérence politique de la part de Washington en ce qui concerne la politique haïtienne. Et on se dit aussi, puisque ça faisait longtemps qu'un président ne s'était pas fait assassiner en Haïti, c'est pas parce qu'ils avaient pas la volonté. Il y a 100 ans avant. Ouais, c'était en 1915, exactement. Donc, Vulbrin Guillaume Sam. Oui, c'est ça. Exactement. Ce qui va tout de suite provoquer l'invasion et l'occupation du pays par Washington. Exact. Exactement. On va y revenir aussi. Donc, il y avait en ce qui me concerne, il y avait une relation, je dirais pas de confiance, mais il y a un niveau de bénéfice du doute, on va dire, par rapport aux Américains. Et moi, j'ai répondu à ma conjointe, oui, je sais, mais les Américains ne vont pas permettre ce genre de choses. Pas au 21e siècle. C'était quoi là-dedans? Pas maintenant, pas en Haïti, pas à l'ère des réseaux sociaux. Et bon, voilà, on sait ce qui s'est passé quelques semaines et quelques mois plus tard. Donc déjà, on appréhendait la possibilité qu'il y aurait violence, mais pas à ce niveau-là, nécessairement. Et si tu vivais en Haïti à cette époque-là, il y avait d'autres signes aussi. Il y avait un moment de calme inhabituel pendant le mandat. Parce que depuis le pays LOC. Depuis le pays LOC, exactement. C'était l'enchaînement de pays LOC de 2018 à 2020, fin 2020. Donc là, on est en 2021, il y a un moment de calme, il y a quelques mois de calme. On parle plus d'élections, on parle de référendum constitutionnel, on parle d'électrification 24/7, 24/24. On parle des gros projets d'infrastructure. Donc, on le sent qu'on est en train de poser la base pour un développement durable. C'était ça, l'énergie. Cependant, le calme ne s'expliquait pas. Parce que pourquoi les gens qui ont passé les 2-3 dernières années à tourner Port-au-Prince à l'envers, ils se sont arrêtés ce jour-là? Il faut l'aller. Exactement. Pourquoi ils se sont arrêtés? Donc, moi, j'avais compris que, parce que mon père me l'avait dit, il a eu les informations, les renseignements nécessaires. Et lorsqu'il s'est rendu compte que mettre un point à ce qui se passe au niveau de l'insécurité, tout ça voudrait dire, à un certain niveau, arrêter 90% du pays, élite économique et politique incluse. Donc, il les a parlé pour justement les informer que, écoute, je détiens l'information, il va falloir que vous vous arrangez. Et ça peut pas se continuer. Donc, moi, je me disais, c'est peut-être le message qu'ils ont reçu. Mais c'était pas ça. C'était pas ça, on le sait aujourd'hui. C'était une préparation. C'était une période de préparation, en fait. Parce que ce genre de crime demande de la préparation, demande du financement, demande les alliés nécessaires. Donc, il y a eu cette période. Au niveau personnel, mon père me semblait vraiment bien, confiant de ce qu'il faisait, confiant de la direction dans laquelle il allait, jusqu'à 2-3 jours avant la fin de semaine, en fait, la fin de semaine qui a précédé le 7 juillet, exactement. Donc, on parle de samedi, peut-être 3-4 juillet. Lorsqu'il a procédé au changement du premier ministre, il m'avait appelé, j'étais au Cap-Haïtien, j'étais sur un chantier. Et moi, je lui ai dit, mais c'est pas le bon moment. Je comprends pas. On est calme, on travaille sur le référendum, on a un texte de la nouvelle constitution qui est disponible, tout le monde, c'est pour consultation. On parle d'élections. Il reste 6 mois. Les projets avancent. Pourquoi changer le premier ministre maintenant? Mais quel mot je t'avais piqué, justement? Le changement du premier ministre. Le changement de Claude Joseph à Ariel Henry. Avec un peu de recul aujourd'hui, et si on veut faire de la politique pratico-pratique, ça n'a pas été une décision personnelle. Ça a été une décision, en fait, un résultat direct de l'ingérence politique. Ah bon? Okay, ce changement politique de qui? De la communauté internationale, plus précisément Washington. On peut dire les choses comme elles sont. Dis-nous en plus. Ok, pourquoi? Parce que les gens, j'ai vu une entrevue l'autre jour, il y a un autre président européen qui parlait de la politique américaine. Et je vais prendre cet élément comme exemple, en fait. Et
Et il mentionnait que au moment où le président américain il devient président après son investiture, il y a des messieurs qui arrivent en costard, cravate noire et qui viennent lui dire exactement comment va fonctionner son mandat en fait. Ce n'est plus sa volonté, sa direction, non, c'est un système. Appliquons à Haïti. Ok, maintenant appliquons à Haïti. Donc déjà, dis-toi pour Washington, pour un président américain, c'est le cas. Donc imagine pour Haïti. Déjà le choix de savoir qui va être président, c'est un faux choix. Ce qui me concerne, et ça c'est le futur politologue qui parle, parce que j'étudie en politique, c'est un faux choix. En fait, si lors des élections en Haïti pendant les dernières décennies, vous avez le choix entre 100 candidats, il y a à peu près, il y a une seule administration qui a choisi ces 100 candidats-là. Donc, tu es en train de dire que ton papa, indirectement ou directement, si je suis ta logique, c'est le choix de Washington comme président aussi. Tous les candidats ont été le choix de Washington. Bon. Peu importe celui que le peuple y vote. Et donc, je déduis. Bon. Puisque tous les candidats étaient le choix de Washington, ton papa est un élément de ce tout, il est élu avec la bénédiction de Washington. Initialement, oui. On est sûr. Initialement, qu'est-ce que oui. ça veut dire initialement? Pourquoi? Parce que il va grandir, il va évoluer dans son poste. Et à partir du moment qu'il va se rendre compte qu'il a les mains liées, à partir du moment qu'il va se rendre compte que même si que sur papier, c'est lui le président, mais en fin de compte, ces décisions ne dépendent pas de lui, il va se détacher de ce système. Il va se retourner contre ce système. Ça a commencé à partir de 2018-2019, lorsqu'on a commencé avec les vagues de pays log justement, parce que c'est à cette époque-là où il a changé des politiques publiques simples, assez simples, mais qui a révolté beaucoup de gens. Par exemple, une limite par rapport au prix des voitures que l'administration publique pouvait acheter. Donc, plus de blindés à 250 000 $, il y a une limite à 70 ou 75 000 $, je me rappelle plus. Donc déjà, ça a fait des mécontents parce qu'il y a des gens qui faisaient de l'argent avec ce genre de dossier. Quand on dit des gens, le titre de l'émission, c'est 4 ans plus tard, le fils du président assassiné se vide le cœur. Moi, mon rôle, c'est de te pousser à te vider le cœur. Il y a des gens. Des gens. Il y a 12 millions d'Haïtiens, on s'entend. Ce ne sont pas les 12 millions qui bénéficient de cela. Qui avait ces contrats-là d'achat de blindés? Était-ce Dimitri Hérard? Était-ce le chef de la police? Qui? Pour mieux répondre à cette question, il faut regarder la chose dans son ensemble. Il ne faut pas rester trop proche de la question, sinon on la voit mal. Reculons un peu. Prenons un peu de recul. La chose qu'il faut comprendre en politique en Haïti, c'est que le pays, en général, est dirigé par quelques centaines de personnes, économiquement et politiquement. Attendez. Et donc, la classe économique et la classe politique. Je te donne quelques noms. Les Bito, mais tout le monde les connaît. Les Madsen, très bien. L'information publique. Voilà. Cependant, donc ça c'est important parce que l'autre jour j'avais une discussion avec un très bon ami et lui me disait à un moment donné, faut nous prendre responsabilité, nous pour qui ça nous pas. Et après je lui ai demandé, mais il va falloir définir le nous. Oui. C'est qui nous? Et c'est comme tu viens de dire, le nous, c'est pas les 12 millions haïtiens. Donc c'est une toute petite classe. Et là, j'ai un autre ami qui va dire, c'est à peu près 10 000 personnes. Et je lui ai dit, mais non, ça c'est beaucoup trop. C'est pas 10 000, c'est quelques centaines de personnes. Même entre la classe économique. Quelques centaines. Du secteur des affaires ou du secteur politique ou des deux? Les deux. Ou du secteur international? On parle en Haïti, on reste national. OK? Et quand j'ai parlé de ces fameux contrats, il faut comprendre qu'il y a toute une classe économique. Quand je parle de la classe économique, c'est pas un tout homogène. Ça, c'est important. Il faut le comprendre. C'est pas, ils sont tous de la même façon, ils vont tous dans la même direction. On a des Juifs, on a des Haïtiens. Puis, il y a des intérêts aussi à travers cette fameuse élite économique qui se rapproche plus des intérêts haïtiens. Tandis qu'il y a des intérêts qui s'éloignent drastiquement des intérêts haïtiens. Donc, on a une partie de cette classe économique qui vit littéralement sur des contrats avec l'État. L'État est leur client principal. C'est aussi simple que ça. Donc, qu'on parle d'énergie, qu'on parle d'énergie, qu'on parle d'import-export, qu'on parle de port, qu'on parle de je sais pas moi, de pétrole, qu'on parle de, les grands secteurs sont contrôlés par cette partie de cette élite économique. Quelques centaines de personnes. Le haut négoce, en fait. Exactement. Et l'État se trouve au service de ces gens-là, pas au service du peuple. Et lorsque mon père, il l'a compris, parce que devenir président d'Haïti, premièrement, c'est pas une mince affaire. Il faut travailler dur, il faut faire des accords, il faut serrer des mains, des fois avec le diable. Et à un moment donné, tu te retrouves au milieu de ces gens-là avec qui tu as fait des accords et tout ça. Et à chaque fois que tu essaies de prendre la décision de prioriser les intérêts du peuple, tu te fais taper sur les doigts. Donc, à un moment donné, lui, il a pris sa position en main. Et on a eu cette conversation précisément le 7 février 2021,
moi et mon père, et on parlait d'un sujet assez sensible. Donc 5 mois avant son assassinat. Exactement. Et on a parlé de la mort, parce que je lui ai dit, moi je vois pas pourquoi on ne devrait pas aller dans cette direction. Et je lui ai dit, de quoi a ton cœur? Est-ce que c'est la mort? Je lui ai dit, moi je préfère mourir en prenant ce genre de direction au lieu de me tomber dans match ou bien machine frappée, tu vois, ce genre de... Tu préfères mourir pour une cause. Exactement. Et ce jour-là, il me l'a dit, je parlais à un autre ami, ça fait pas longtemps, puis qui me disait, les gens, lorsqu'ils sont prêts à partir, ils nous le disent. Moi, mon père me l'a dit 5 mois avant. Il m'a dit, moi, je suis prêt, j'ai fait tout ce que j'avais à faire. Et dans la direction où je vais aller dans cette direction. Était-ce une posture ou une conviction? Quand il a dit... Pure conviction. Pure conviction. Pure conviction. Connaissant Jovenel Moïse, il n'est pas capable de... et c'est pour ça qu'il a gagné les élections, en fait. Il n'est pas capable de bluffer. Il n'est pas capable, bon, pour lui, c'est comme s'il respectait pas son autonomie en tant qu'être humain. Faire les choses à moitié. Tout ce qu'il te dit, il te le dit, à 120%. Et il prend dans la direction, il prend dans la direction. Hein. C'est simple que ça. Intégrité journalistique, intellectuelle oblige. Ce n'est pas toujours comme ça qu'on perçoit ton papa. Beaucoup, on va se dire les vraies choses. Et c'est à toi de répondre. Et je veux préciser pour le public. Jovenel répond en tant que fils. On s'attend à ce qu'il présente une image favorable de son papa. Mais il ne faut pas lui en tenir rigueur. C'est pas lui le président élu. Et lui, il n'avait pas de charge publique. Moi, je l'invite comme témoin privilégié d'une présidence qui s'est soldée par un assassinat. Donc, s'il vous plaît, je sais qu'il y a des questions que vous auriez aimé poser, mais il faut distinguer les personnes. Ce n'est pas Jovenel Moïse que j'ai en face de moi. Hélas, il a été assassiné. Et sachant que ce n'est pas Jovenel Moïse, il y a des questions que j'aurais pu poser à Jovenel Moïse, mais qui ne sont plus de mise parce que Jovenel Moïse a été assassiné. Et donc, celui qui me parle, il nous parle en tant que fils. Son rôle, c'est de présenter l'image de son papa, l'image forcément favorable. Mon rôle, c'est de le relancer, c'est de cadrer. Mon rôle, ce n'est pas de le coincer ni de l'accuser. Il n'a pas de charge publique. Donc, je veux faire cette précision parce que je vois vos réactions. Et donc, n'oublions pas, il ne faut pas substituer Joverlin à Jovenel. Il est Joverlin. Et il répond en tant que fils selon ce qu'il perçoit de son papa. Avec égard, donc avec tout le respect que j'ai pour toi, ce n'est pas comme ça qu'il est perçu. Que réponds-tu à ça? 2 choses, en fait. Avant de répondre à la question directement, je tiens aussi à le dire, c'est pas une correction, en fait, c'est juste que je mentionne mon point de vue là-dessus. Lorsque je parle de mon père, je fais un effort particulier pour être le plus objectif possible. Okay. Et je tiens aussi à le dire publiquement, avec mon père, on n'a pas toujours été d'accord avec tout. On a toujours eu nos différends. Comme par exemple, il y a certaines décisions politiques qui ont été prises. Moi, j'étais pas d'accord, personnellement. Et lesquelles? Activement, en fait. Mais par rapport à la communication, par exemple, parce que là, tu viens juste de mentionner que c'est pas comme ça que les gens ils l'ont perçu. Et moi, j'avais compris que depuis le début de l'année 2018, en fait, que il y avait justement cette volonté au sein de son cabinet. On lui demandait d'arrêter de s'exprimer publiquement trop souvent. Parce que de son investiture le 7 février 2017 à peu près juin, juillet 2018, il parlait à peu près une fois par semaine. Il était présent, il était dans les émissions, il y avait de la communication. Les membres de son cabinet lui ont demandé d'arrêter de faire ça. Écoute, Monsieur Moïse, Monsieur le Président, vous avez les porte-paroles, il faut les laisser faire leur travail parce que, voilà, quand vous parlez, ça nous éclipse. Exact. Moi, j'étais contre. J'étais contre cette décision parce que je lui disais toujours, en fait, je le voyais le dimanche matin, lorsque je passais le voir un dimanche matin, il prenait son assiette, allait à la cuisine, se servait un plat de maïs, puis ça, Monsieur Chital, il mangeait, et puis moi, j'étais comme, tu vois ça, tu dois le montrer au public, parce que ça, c'est toi. Parce que les gens, ils te prennent pour un bourreau qui vit dans un palais où tout est en or, puis qui a 150 personnes à son service, tandis que, regarde-toi. Dans une tour d'ivoire. Tu n'as absolument personne, en fait. Il ne veut même pas avoir des gens pour le servir à manger. Il le fait tout seul. Donc moi, je lui disais, déjà, cette histoire de communication, moi, je suis pas d'accord. Il va falloir que tu montres un peu de ta vie privée. Il va falloir que tu t'exposes. Il faut que tu recommences à parler. Et effectivement, il a arrêté de parler la première moitié de l'année 2018.
Et le pays là que... That's it, c'est fini. À chaque fois qu'il prenait la parole après, c'était trop tard. Parce que là, c'est la phrase que j'utilisais toujours avec lui. Tu étais en réaction. Et en politique, il faut jamais être en réaction. Le moins que possible. Donc, il faut plutôt avoir l'initiative. Toujours être en proactivité. Le plus que possible. Donc déjà, ça, c'est pour dire que moi et mon père, on n'était pas d'accord sur tout. Et deuxièmement, je suis aussi un scientifique de la politique. J'étudie en politique. Je suis en train de terminer mes études en philosophie et en politique. Donc, mon approche ou mes analyses sur le mandat de mon père, il y a la dimension personnelle, c'est un fils, mais il y a aussi la dimension professionnelle ou la dimension scientifique. C'est un politologue, c'est un analyste politique. La dimension technique. Exactement. Quand tu parles d'ingénierie sociale, il faut dire que les politiciens haïtiens ont bien accepté d'être au cœur de la corruption. Dites-moi, surfacturation, je vous donne tous les présidents. Dites-moi, gabegie, je vous donne tous les présidents. Dites-moi, des chefs d'État qui confondent leur cassette personnelle avec la cassette de l'État, je vous les nomme tous. J'accepte Christophe Dessalines, estimé. Donc, quand je regarde ça, moi, comme historien, je dis, mais tiens, si tu dis c'est de l'ingénierie sociale, le fait par la population de perdre confiance en ses dirigeants, mais nos dirigeants n'ont pas démérité ce manque de confiance. Et c'est ce que je voulais mentionner, en fait. Lorsque j'ai parlé d'ingénierie sociale, il faut comprendre que l'ingénierie sociale a créé une nouvelle culture politique, calquée sur la corruption. Où les chefs d'État, et pas seulement les chefs d'État, il faut ouvrir le spectre. Parce que l'administration publique, c'est pas juste un président. C'est beaucoup de ministres, c'est beaucoup de cabinets, c'est beaucoup de contrats, exactement. Donc, que normalement, le président, souvent, moi je l'ai vu avec mon père, puisque j'ai eu la chance sur son mandat d'être très présent, il était souvent le dernier à être au courant de beaucoup de décisions étatiques. Ah bon? C'est ça, le président. C'est ça, le pouvoir, en fait. C'est souvent le dernier à être au courant de plein de choses. Est-ce de l'aveuglement volontaire? Est-ce un choix? Ou est-ce le système? Moi, je pose la question. Non, je vais répondre rapidement, mais je vais revenir à mon idée initiale. C'est le système, mais on va y revenir. On va s'attarder là-dessus parce que le système est ainsi conçu, en fait. Le système, à travers, je pense, notre dernière constitution, si on prend le temps puis on la lit correctement, et si on regarde aussi les habitudes de fonctionnement du système, on le voit tout de suite. C'est un système qui a été conçu pour que le président puisse avoir les responsabilités, mais pas nécessairement les droits. Ok? Donc on va y revenir. Donc c'est pour ça que je parle d'ingénierie sociale, ok? Et aussi pourquoi, comme tu viens de dire, les politiciens haïtiens, ils ont à un certain niveau respecté ce profil de corrupteur, mais c'est parce que avec corrompu. Exactement, c'est parce qu'avec cette nouvelle culture politique, les personnes qui ne veulent pas se faire corrompre ne s'approchent pas de la politique. Les personnes, un jeune, par exemple, qui pense à son avenir, ne voudrait pas que, après son nom, on ajoute voleur, on ajoute corrupteur, corrompu, on ajoute toutes sortes de choses. Donc, les personnes qui ont vraiment une tête sur les épaules se sont retirées de la politique ou ils sont restés relativement très loin de la politique. Mon père, je m'en rappelle, je viens juste de te le dire à l'introduction de cette émission, j'écrivais beaucoup lorsque j'étais jeune, déjà. Et j'étais très engagé. Il y avait un concours à l'Alliance française, et le texte, c'était « Si j'étais président ». C'était ça le texte. On est en 2009. De la République. Pour le nom, tiens, chanter cela. Bon, ok. Donc là, il partait le texte, il donne un titre, puis là, tu écris. Moi, j'ai préparé mon texte et tout, et mon père, je lui ai demandé de porter correction à ce texte. Et là, il m'a dit, je te comprends pas, tu vas dans quelle direction, là? C'est quoi cette histoire de politique? Mais tu vois pas ce qui se passe autour de toi. T'as jamais, ou pas, je me fais une nouvelle. Là, je suis comme, mais non, m'intéresser à ce qui se passe chez moi, je veux pas être acteur politique. C'est juste que pour ton regard critique sur ça qui a passé. Un engagement citoyen. Exactement. Donc déjà, même mon père, comme je te l'ai dit, il mettait en garde. Il était très distant par rapport à la politique. De ce fait, lorsqu'il a décidé d'accepter de devenir candidat, il m'a fait rentrer de Montréal. Il m'a fait rentrer de Montréal une fin de semaine. Je suis arrivé au Cap-Haïtien, au Trou du Nord, au nord-est d'Haïti. Je suis resté là 8 heures de temps, juste pour qu'il puisse m'annoncer qu'il va être candidat. Et ensuite, je devrais repartir le lendemain parce que j'avais un examen le lundi matin pour revenir à Montréal. Donc, cette histoire politique, ça a été genre, ça a été assez, il était ambivalent par rapport à ce choix politique. Et l'une des choses qu'il a pris le temps de me dire pendant la rencontre, ça pour le dire qu'il y a une candidat, il m'a dit, écoute, je le vois comme une opportunité
d'aider réellement. Les gens l'auront compris, j'ai eu une déformation de ma formation. Je suis historien de formation, donc je suis un fil chronologique. Tu dis, lorsque ton papa devait t'annoncer qu'il serait candidat, nous sommes 2015, 2016, bien sûr, ton papa t'a annoncé qu'il allait être candidat à la présidence parce qu'il était le choix du président d'alors, Michel Martelly. Tiens, en bas les créoles. Président Aristide Thélan, son phrase, son discours, parrain châtela, manger châtela, même mon fou saisi. C'est le langage très sibyllin de Jean-Bertrand Aristide pour dire ce que tout le monde comprend, que Martelly a fait nommer Jovenel et il l'a assassiné au point que même les fous sont surpris. Était-ce un piège? 4 ans plus tard, nous sommes 2015, donc 10 ans plus tard, tu regardes la chose a posteriori. Est-ce que tu t'es dit, putain, il a entraîné mon père dans une espèce d'attrape-nigo, dans une souricière pour être son jouet, et lorsque ton père a voulu échapper à son contrôle, il l'a bouffé tout cru. Enfin, on essaie de comprendre le jeu de mots d'Aristide. Parrain châtela, manger châtela, même mon fou saisi. Toi, faisons une petite digression là. Ouais. En fait, premier bagage m'a dit, c'est que il est vraiment important que moi me toujours rappeler que jusqu'à présent, nous avons enquête en cours, nous avons non capacité, on a les preuves nécessaires que nous avons à administration judiciaire qui concerne soit Haïti, soit au niveau international, pour nous assurer que les noms, nous pas juste cités dans la presse, nous pas juste dire nous penser, nous croire que non, faut que ça soit tangible. Et je pense que ça me dit aujourd'hui, là, c'est exactement le même bagage, moi, de 4 ans, de parler de ça. Donc, est-ce que je vais dire que telle personne, on parle de Martelly. Oui, exactement. Pour me dire, Martelly fait ci, fait ça, et puis ça a été un grand piège, en fait, étalé sur 10 ans. Pas qu'à dire parce que, non, poursuite juridique, parce que moi-même m'obligé d'un niveau, ça aurait été le plus neutre possible. Mais je ne peux pas non plus être celui qui va commencer à mettre des étiquettes sur des noms et le faire publiquement parce que ça va juste retirer un niveau sérieux dans la démarche juridique que m'a faire. Parce que je l'ai dit à un membre de la famille depuis 2021 qui voulait poursuivre des gens mais avec des noms, comprendre, mettre des noms mieux sur le lit, c'est que poursuivre tout le monde en même temps. Et je lui ai dit non, ça c'est un acte politique. Et mon répond moi avec raison que tout à fait. Assassinat, c'est un assassinat politique. Faut un acte politique. Et je dis oui. Tu fais un acte politique, ils vont te répondre par un acte politique. Et on pas national pour continuer à goumer avec politiquement qu'on y a. Tandis que, si on était dans le juridique, là, ou plus ou moins qu'à continuer à goumer avec eux, ou plus ou moins qu'à porter preuve, ou plus ou moins qu'à faire, ou plus ou moins qu'à faire balance l'en pencher. Donc c'est, et je pense que c'est bonne raison quelques années plus tard, parce que, justement, acte politique que tu fais backlash, les retourner sur lui, parce que tu t'es attaqué à des gens qui sont sur le pouvoir, des gens qui ont carrément fait non ou paraître dans le dossier, des gens, moi je l'ai déjà vu en Haïti, des gens qui ont fait un numéro patent en compagnie paraître son rapport que ça fait aucun sens. Donc faut vraiment faire attention. Moi je savais, j'ai choisi mon combat, même si, je voulais que le clair que, moi, tant qu'il y a un monde qui est complètement aveugle. Je prends toujours, par exemple, ça, on parler de dossier ça. C'est comme si tu as 100 personnes dans une salle cinéma, et puis il y a un monde qui est assassiné. En ce qui me concerne, peu importe qui est l'autre 99, l'autre monde, tout suspect pour moi. Jusqu'à ce que la justice dise autrement. Ou jusqu'à ce que me satisfasse à la justice dit non. Parce que la justice, quand dit non, bagay, que ne pas satisfaire elle. C'est pour ça qu'on a des équipes légales. C'est pour ça que les quand ils prennent une décision, ils ont en direction, nous là pour nous faire appel, nous là pour assurer, nous que, bref. Mais revenons à la question initiale, qui concerne, justement le choix de mon père en tant que candidat en 2015. La première chose, et ça c'est une perception que j'essaie de rendre scientifique, en fait. Ma travail sur lui. Même pensée me proche. Il n'y a pas de faiseur de roi haïtien. Par contre, bien peser ça. Donc, c'est pas Martelly qui a fait de Jovenel un président. C'est quelqu'un exactement de l'externe. Il n'y a pas, on dit l'ambassade américaine. C'est Washington. C'est Washington. Bon. Il n'y a pas de faiseur de roi haïtien. Là, nous, rester focus sur faiseurs, soi-disant les faiseurs de roi haïtiens, nous shift focus, nous, justement. On ne se concentre plus sur le vrai problème. On ne se concentre plus sur
lieu de pouvoir, le vrai côté lié, hein, parce que nous mettons le sous yon, parce que nous plaçons le sous yon, petit groupe monde même. Des fois, c'est pas juste une personne. Donc ça, c'est important de le comprendre. Est-ce que les soi-disant, les gens qui se font passer pour des faiseurs de roi en Haïti, est-ce qu'ils sont pas importants politiquement? Ce serait vraiment ridicule, irresponsable de dire une chose pareille. Ok. Cependant, il n'y a pas de faiseur de roi ici. Maintenant, dans cette logique, en 2015, puisque c'est une dernière période de campagne électorale qui aboutit. Exactement, qui est faite constitutionnellement. Ou gagner, c'est ce que j'ai dit tantôt, ou gagner l'eau. Peu importe, go seul l'eau, il y a 5 moun là-dedans, il y a 10 moun là-dedans, il y a 100 moun là-dedans. Un pool, comme on dit. Exactement. Dès que non, moun sa yo sous lissa, ils ont tous été choisis par la même personne. Ou, si je n'aime pas les deux personnes, ou d'entité, je ne parle pas d'individus. On parle d'un lieu de pouvoir. On parle de précisément Washington. De près ou de loin, volontairement ou involontairement, que vous connaissez, que vous pas connaissez. Donc, le peuple haïtien, lui, quand il va voter, en fait, c'est un faux choix. C'est le dindon de la farce. Exactement. Mais on pourrait parler de politique générale. C'est aussi ça, la démocratie à un certain niveau. Là, voilà. Donc, ces gens-là n'ont pas un candidat. Ils en ont pas 3. Tous les candidats sont leurs candidats. Peu importe qui gagne, ça les dérange pas. Ils n'ont pas un profil préféré. Ok, maintenant, ils donnent à peu près, tout le monde même moi, est-ce que là, comment on pourrait l'utiliser de façon intelligemment, de façon intelligente pour arriver dans le coteau de rivière. Et mon père, lui, fils de paysan qu'il a été, il a fait. Exactement, il a fait le travail. Il a fait le travail, il l'a fait de l'extérieur vers l'intérieur. Il n'est pas parti de Port-au-Prince en pensant que le pouvoir est à Port-au-Prince, ma campagne doit se concentrer sur Port-au-Prince. Donc, il réussit débalancer bagaille pendant la campagne là. Pour le réussir, mettez cette ligne en position favorable pour le président, comme il est devenu, je pense, fin 2016, puis l'investiture, justement, en février 2017. Cependant, il y a un autre point important. Les gens, ils oublient. Entre 2015 à 2017, il y a eu un gouvernement de transition. Avec Prévert. OK? Entre 2015 à 2017, il y a eu 2 élections qui ont été annulées. OK? Et dans chaque élection, ça a eu, mon père était le gagnant. Donc, ce qui veut dire, le système, à un moment donné, est-ce que le système voyait qu'il y avait un déviant, qu'ils étaient en train de construire un déviant, qu'il allait probablement plus tard changer d'avis, qu'il allait probablement plus tard rester sur ses positions sans ne pas quitter tête l'influence? Est-ce que c'était ça? Mais une chose est sûre, et ça, par contre, si un peu le monde connaît, mais moi, je vais vous le dire. Lorsque Prévert est devenu président de la République, après le départ de Martelly en février 2016, le parti politique c'était parti haïtien tel calais, PHTK, c'est sous parti ça que papa m'a présenté comme président. Le parti l'a abandonné. Qui le sait? Oui, dis-moi non. Non, mais c'est ça. Parce que moi, j'entendais Martelly désavoué, moi, j'entendais aucun ponte de parti a dit, écoutez, je suis pas candidat nous encore. Donc, ça, c'est la première fois que j'entendais. Justement. Et ça, pourquoi c'est important? Parce que si on comprend l'épisode, ça, on peut le comprendre tout récent. Tu vas comprendre 2021, tu vas comprendre les mois qui ont précédé 2021, tu vas comprendre de cette histoire de pays loc. Mais faut comprendre partie ça. Le parti l'a laissé tomber. Ils l'ont fait, premièrement, lorsqu'ils ont décidé que, écoute, nous, on va annuler les élections parce que le parti était au pouvoir. On annule les élections, puis 7 février, c'est rendu. Le parti était au pouvoir. PHTK était au pouvoir. Donc oui, c'est Martelly qui organisait des élections. Exactement. Mais après, c'est Prévert. Oui, mais avant d'arriver à Prévert, Martelly aurait pu terminer les élections. Oui, mais il y avait le public n'y croyait pas. Non, ça a été une décision strictement politique. Ça n'a pas été une décision du public. Le public, au contraire, disait que vous pouvez le faire 1000 fois, Jovenel Moïse va gagner à chaque fois parce qu'on va voter pour la même personne. Quand tu dis le public, c'est qui? On parle des gens qui ont voté, moins d'1 million de personnes en passant qui ont voté. Donc, c'est... Tu dis bien moins d'1 million. Non, je le dis parce que ça c'est une autre perception qu'on a d'Haïti, ou qu'on a du peuple haïtien. C'est pas un peuple qui est, et c'est une bonne chose, en fait, c'est pas un peuple intrinsèquement politique. C'est un peuple qui aime
se retirer un peu de tout ce scandale et observer. Oui, parce que ça ne lui a jamais rien rapporté. Exactement. Parce que tout le monde s'est foutu de sa gueule. Donc, lorsque le peuple haïtien réalise qu'il est le dindon de la farce ou bien qu'il est le con du dîner, il dit, mais faites votre foutu dîner sans moi. Exactement. Voilà. Donc, déjà, ça, c'est une autre situation. Cependant, il y a cette période. Revenons à cette période où le parti l'a laissé tomber. Il y a cette anecdote. Mon père a été voir, avec un associé, il a été voir les membres du parti. OK? Réunion, il les a convoqués. Écoute, les membres du parti sont là. On parle de début 2016. OK? Début 2016. Exactement. Est-ce que nous sommes sous Privert ou encore sous Martelly? Juste avant le départ de Martelly. Donc, nous sommes sous Martelly. Exactement. Et c'est lui qui me l'a raconté, cette histoire. Alors, il va voir les membres du parti et il les dit, écoute, monsieur... Martelly est là -dedans. Oui, tous les membres du parti sont là. Monsieur, OK, nous comprenons à faire élection extrêmement politique. Il va annuler l'élection, on va comme ça, ou bien c'est deuxième tour, je me rappelle plus si deuxième tour a été annulé à cette époque. Mais l'essentiel de l'histoire, c'est que moi, je suis encore prêt à me battre. Et je pense que sinon, ensemble, n'a gagné quand même. OK? Donc là, il a dit, écoute, moi-même, il avait 2 millions de gourdes sur lui. Avec son associé, avant d'entrer dans la réunion, il a associé un qui est bon million de gourdes, qui est bon million. Et puis, il dit, un million de gourdes à l'époque, c'est 10 000, 12 000 dollars américains. OK? Donc là, il arrive, puis symboliquement, sur la table, tout le monde est là, il lui dit, écoute, moi, j'amène mon argent. OK? Je m'y mets. Je me mets dans la balance, on fait bagaille ensemble, on nous avance. Il a mis son argent. Et l'autre associé a mis l'argent aussi. Il y a un des membres du parti qui s'est levé, qui a pris l'argent. Et il a dit, moi, je m'investis assez dans bagaille ça. Le parti l'a laissé tomber. Le parti est venu récupérer lorsqu'il a gagné les élections.